Comment, en une dizaine d'années, les États-Unis sont-ils passés de ça à ça? Savez-vous qu'avant mai 1961, aucun Américain n'était allé dans l'espace? Et que les Russes ont atteint la Lune avant les Américains? La mission lunaire Apollo 11 est le résultat d'une multitude d'années d'expériences, d'erreurs, de catastrophes et d'actes héroïques. Mais pourquoi les Américains ont-ils dépensé l'équivalent de 110 milliards de dollars d'aujourd'hui pour se poser sur ce petit caillou gris? Pour comprendre tout ça, on rembobine l'histoire. Sais-tu à quand remonte la première exploration lunaire? Ça je sais, 1969. Raté, elle date de 1609. Mais il s'agit d'une exploration à distance. C'est cette année-là que Galilée invente son télescope. Et vers où le pointe-t-il? Vers la Lune, bien sûr. Il y observe des cratères, des montagnes et des plaines. Galilée a sous les yeux la preuve que la surface de la Lune est solide et donc on pourrait marcher dessus. Oui, mais comment l'atteindre? Eh bien, peut-être comme ceci. Que se passerait-il si un canon tirait d'une très haute montagne? C'est ce qu'imagine le mathématicien Isaac Newton en 1687. Plus la vitesse du boulet de canon est élevée, plus il va loin. Logique, non? Mais si sa vitesse est suffisamment importante, regardez ce qu'il se passe. Il ne retombe pas sur la Terre ni ne s'envole dans l'espace. Il est retenu par l'attraction terrestre et décrit une orbite autour de la Terre. Le voilà satellisé. Si on augmente encore sa vitesse, il quitte l'attraction de la Terre et s'enfonce dans l'espace. Newton, en imaginant le premier voyage spatial scientifiquement possible, devient, sans le savoir, l'un des pionniers de l'astronautique. C'est d'ailleurs cette expérience qui inspire Jules Verne son célèbre roman De la Terre à la Lune. On pourrait croire qu'il n'y a que des rêveurs comme Newton et Jules Verne pour faire d'une arme de guerre un canon, un outil de science. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il va se passer dans la réalité. Car voilà la toute première fusée spatiale de l'histoire. Le V2, une arme développée par l'Allemagne nazie. Il s'agit du premier objet créé par l'homme à dépasser la ligne de Kármán, la frontière de 100 km de hauteur qui sépare l'atmosphère terrestre de l'espace. Manquant de précision de vol, cette arme ne change pas le cours de la guerre. Au contraire, il accélère la ruine de l'Allemagne, il fait plus de victimes parmi les prisonniers de guerre qui la construisent que chez les Alliés. Mais il a permis aux ingénieurs allemands, et notamment le concepteur du V2, Wernher von Braun, de poser les bases des toutes premières fusées spatiales. Donc la première fusée spatiale a été construite par les nazis? Rivaling the fantastic imagination of Jules Verne, the camera brought back a record of a flight into the heavens of a captured German V-2 rocket. And the camera photographs the Earth 65 miles straight down. Il s'agit de la toute première photographie prise depuis l'espace. Elle a été prise par les Américains, mais à partir d'une V2 allemande. À la fin de la guerre, les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre s'empressent de capturer toutes les V2 disponibles. Et avec elles, ses ingénieurs, dont notamment von Braun, qui va devenir un atout majeur pour les Américains. This giant engine of destruction, designed by Hitler to annihilate Allied nations, now serves the worthy cause of peacetime research. C'est le début de la course à l'espace. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une course à l'espace? Mais parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, deux blocs se font face. Les États-Unis d'un côté et l'Union soviétique de l'autre. Chacun développe des fusées qui pourraient porter à terme des ogives nucléaires. Ah ouais d'accord, donc c'est pas vraiment par amour de la science. Mais comme une guerre entre ces deux superpuissances mènerait probablement à la fin du monde, les États-Unis et l'URSS utilisent avant tout cette course pour prouver leur supériorité technologique. L'URSS prend immédiatement beaucoup d'avance. En 1957, elle envoie le premier satellite en orbite autour de la Terre, Sputnik. C'est un événement mondial. Until 2 days ago, that sound had never been heard on this earth. It's a report from man's farthest frontier, the radio signal transmitted by the Soviet Sputnik. Well, what about the vital question that everybody is thinking about? Why and how did the Russians beat us to the draw? Le choc est tel que les États-Unis poussent leurs ingénieurs à répliquer immédiatement. Malheureusement, avec un résultat catastrophique. On se moque de ce lancement dans le monde entier. Von Braun, tu te souviens de lui? Oui, je me souviens. C'est l'ingénieur qui a créé la V2. Il travaille maintenant pour l'armée de terre américaine et on lui confie un nouveau lancement. We've been assigned the
mission of launching a scientific Earth satellite. I promised the Secretary of the Army that we would be ready in 90 days or less. Let's go, Werner. La pression sur ses épaules est énorme. Il estime ses chances à 50%. Mais le vol est un succès et la fusée parvient en 1958 à mettre en orbite Explorer 1. Dans la foulée, le président Dwight Eisenhower décide de la création d'une agence spatiale civile dotée d'énormes moyens financiers pour rattraper le retard sur les Russes. C'est la naissance de la NASA, dans laquelle von Braun prend une place centrale en tant que concepteur des futures fusées américaines. Mais l'URSS continue sur sa lancée et engrange des succès, comme Luna 2, le premier satellite à s'écraser sur la Lune en 1959. C'est donc bien les Russes qui ont atteint la Lune en premier. Et ils s'apprêtent à faire encore bien mieux. Mais ils ont une botte secrète, un certain Korolev, le fondateur du programme spatial soviétique, un organisateur passionné et visionnaire, et le seul dans son domaine à être écouté par les dirigeants soviétiques. Travaillant dans l'ombre, son identité est gardée secrète jusqu'à sa mort. Le 12 avril 1961, les équipes de Korolev envoient le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. À bord du vaisseau Vostok, il fait le tour de la Terre en 108 minutes, un temps qui étonnerait même Jules Verne. Il retombe dans les steppes sibériennes. C'est un triomphe mondial pour l'URSS. Un mois après, les États-Unis réagissent. Alan Shepard, à bord d'une capsule Mercury, devient le premier Américain dans l'espace. Mais lui ne fait qu'un petit saut de puce de 180 km, un vol d'à peine 15 minutes. Inquiet de ce retard technologique, le président nouvellement élu, John Fitzgerald Kennedy, cherche un moyen d'inverser la tendance. Un exploit symbolique qui permettrait d'effacer les victoires soviétiques. Et ses conseillers, notamment le directeur de l'agence spatiale James E. Webb et Werner von Braun, lui proposent alors la Lune. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Ça me paraît bien ambitieux alors qu'ils commencent tout juste à envoyer des hommes dans l'espace. Au contraire, c'est très judicieux. Pour les Américains, la course contre les Russes est perdue. À moyen terme. Il faut donc viser un objectif assez difficile et coûteux pour les battre sur le long terme. Surtout, un objectif qui nécessite la création de nouvelles fusées, le rêve de von Braun, la Saturne. De leur côté, les Russes engrangent des victoires historiques. La première sortie dans l'espace est faite par le cosmonaute Alexei Leonov le 18 mars 1965. Puis, le 3 février 1966, la sonde Luna 9 est la première à se poser en douceur sur le sol lunaire. Cette sonde est la dernière née du programme Luna, qui a connu auparavant d'importantes réussites, comme la première orbite autour de la Lune ou la première photo de sa face cachée. C'est un grand pas vers l'objectif final. Les États-Unis les rattrapent plusieurs mois plus tard en posant la sonde Surveyor 1 en douceur le 2 juin 1966. La course est décidément très serrée. Ces nombreuses sondes américaines et russes permettent d'étudier la consistance de la surface de la Lune et de cartographier précisément d'éventuelles zones d'alunissage. Maîtriser l'amarrage, c'est-à-dire connecter et déconnecter deux vaisseaux dans l'espace, est essentiel pour parvenir jusqu'à la Lune. Ce sont les Américains qui y parviennent en premier le 16 mars 1966 avec la capsule Gemini, capable d'emporter avec elle non plus un, mais deux astronautes. C'est durant cette mission que son commandant, l'ancien pilote de chasse Neil Armstrong, se démarque du reste des astronautes, en ramenant sur Terre sa capsule devenue hors de contrôle. Malgré cet incident, c'est la première fois dans la course à l'espace que les Américains prennent une telle avance. La Lune n'a jamais semblé aussi proche. Mais les attend en chemin, pour les Américains comme pour les Russes, leur plus terrible échec. 1966 marque le début des premiers tests habités de la nouvelle capsule Apollo, capable d'emmener un équipage de 3 astronautes vers la Lune. Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee y embarquent pour ce qui ne doit être qu'un simple test de routine au sol en vue de la mission Apollo 1 qui doit orbiter durant 2 semaines autour de la Terre. Si cette mission est un succès, Virgil Grissom se verra probablement confier Apollo 11 pour devenir le premier homme à marcher sur la Lune. La capsule présente cependant de sérieuses failles. Après plus de 5 heures et demie de tests, un simple court-circuit électrique crée un début d'incendie et la capsule s'enflamme presque immédiatement. L'équipage, incapable d'ouvrir la trappe, est tué par la fumée.
Et comment a réagi l'URSS? L'URSS ne profite pas de la catastrophe. Elle n'a plus envoyé d'hommes dans l'espace depuis 2 ans pour se concentrer sur leur nouveau vaisseau, le Soyouz. Bien qu'il ne soit pas encore prêt, les autorités soviétiques souhaitent profiter du retard américain et lancent Soyouz 1, piloté par Vladimir Komarov. Mais durant le vol, les problèmes s'accumulent, obligeant l'abandon de la mission. Durant l'entrée dans l'atmosphère, le parachute principal ne fonctionne pas, obligeant Komarov à déclencher manuellement un second parachute qui s'emmêle dans le parachute de freinage. Comme la capsule Apollo, le Soyouz est entièrement revu pendant plus d'1 an et demi. Quasiment 2 ans après Apollo 1, Apollo 8 est seulement la 2e mission habitée du programme Apollo. La mission accumule pourtant les premières. Première sortie de l'orbite terrestre par des hommes, première orbite autour de la Lune et première photo d'un lever de terre. Oh my God, look at that picture over there. Wow, that's pretty. La capsule est prête et les États-Unis sont proches de réussir le pari de Kennedy. Et donc pour ça, j'imagine qu'ils vont avoir besoin de la nouvelle fusée de Von Braun, la Saturne V. Cette fusée est composée d'un lanceur de 3000 tonnes, capable de mettre 140 tonnes en orbite. Il reste à ce jour le lanceur le plus puissant jamais conçu. Plus haut, on trouve Eagle, le module lunaire qui doit amener 2 astronautes sur la Lune. Enfin, le module de commande et de service qui comprend la capsule Apollo, dans laquelle les 3 astronautes séjournent durant leur mission. Apollo 11, avec à son bord le commandant Neil Armstrong, Buzz Aldrin, pilote du module lunaire, et Michael Collins, pilote du module de commande, décolle le 16 juillet 1969. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Peu après le décollage, le vaisseau est mis en orbite autour de la Terre avant que le 3e étage ne soit rallumé. L'équipage s'échappe alors de l'attraction terrestre. Durant le transit entre la Terre et la Lune, le module de commande et de service se détache de la fusée et s'arrime au module lunaire. Après un voyage de 3 jours, Apollo se place en orbite autour de la Lune avant de se scinder en 2. D'un côté, le module de service et de commande, avec à son bord Michael Collins, reste en orbite autour de la Lune, tandis que de l'autre, Neil Armstrong et Buzz Aldrin entament la descente vers la Lune à bord du module lunaire. L'Eagle diminue d'abord sa vitesse. Puis le pilote, aidé par un ordinateur de bord à peine plus évolué qu'une calculatrice moderne, pose le module dans la mer de tranquillité. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Neil Armstrong pose enfin le premier pas sur la Lune le 21 juillet. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Suivi par Buzz Aldrin quelques minutes plus tard. Les 2 astronautes installent plusieurs instruments scientifiques, un capteur de vent solaire, un sismomètre et un réflecteur laser capable de mesurer précisément la distance entre la Terre et la Lune. On vise encore ce réflecteur aujourd'hui, notamment de l'OCEA, l'Observatoire de la Côte d'Azur. Après 2 heures et demie passées sur la Lune, les 2 astronautes regagnent le module lunaire. Ce dernier se sépare de son étage de descente et regagne le module de service toujours en orbite autour de la Lune. L'équipage, de nouveau au complet, abandonne le module lunaire et regagne la Terre 2 jours et demi plus tard. La réussite est totale. Au plus fort du programme Apollo, près d'un demi-million de personnes et des milliers d'entreprises sont impliquées dans le programme lunaire. Pour n'y envoyer, finalement, que 12 hommes en tout. Le programme Apollo s'arrête effectivement en décembre 1972 avec la mission Apollo 17 qui permit à ces 2 astronautes de rester 3 jours complets sur la Lune. Mais explique-moi, pourquoi les Russes n'ont jamais posé le pied sur la Lune alors? Les Russes n'ont jamais baissé les bras.
Luna 16 est la première sonde à se poser sur la Lune, à récupérer les échantillons et à revenir sur Terre. D'autres missions Luna effectueront la même chose par la suite. Mais leur fusée secrète, la N1, développée spécialement pour leur programme lunaire, n'a jamais réussi à fonctionner. Waouh! Elle est presque aussi grande que la Saturne V. C'est quoi son problème? Regarde, son premier étage a 30 réacteurs. Bien qu'ils soient révolutionnaires, ils sont d'ailleurs toujours utilisés aujourd'hui par les fusées américaines, il suffit qu'un seul ait un problème pour que la fusée n'explose ou ne s'écrase. Von Braun avait très vite compris qu'il valait mieux avoir de très grands réacteurs mais en plus petite quantité, réduisant ainsi le nombre d'accidents potentiels. C'est ce choix qui a grandement déterminé la victoire des Américains dans la course à la Lune. De plus, le programme lunaire soviétique est gravement handicapé par la mort prématurée de Korolev en 1966. Avec lui à la direction, la catastrophe de Soyouz 1 n'aurait probablement jamais eu lieu. Et sans lui, le programme lunaire prend progressivement du retard jusqu'à l'annulation complète en 1974. Mais aujourd'hui, nous faisons certainement partie de la dernière génération qui, la nuit, observons une lune inhabitée. Nos descendants trouveront normal de lever les yeux au ciel et d'y voir un astre habité par d'autres êtres humains. La Lune deviendra alors simplement une étape, probablement la base de lancement de nouvelles explorations spatiales, vers Mars et peut-être plus loin encore. Faisons de notre satellite la porte d'entrée vers de nouvelles frontières. Mais ça, tu sais quoi? C'est une toute autre histoire. Avant de poser la patte sur la Lune, as-tu rappelé à nos amis que s'abonner et faire sonner la petite cloche est essentiel à la chaîne? Ouais, et vous pouvez aussi partager les vidéos. Salut et à la prochaine!